Se dirige-t-on vers une très forte participation pour les élections municipales du 30 juin prochain? C'est la question que nous posons ce soir à notre invité, Madi Mohamed Diabakate. Bonsoir. Bonsoir, Samir. Vous êtes politologue et expert électoraliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, le Togo, vous le vivez aussi dans la fièvre des élections municipales. Pour le 30 juin, on est en pleine campagne. Est-ce que déjà vous sentez un engouement pendant cette période-là? Bon, je dirais que contrairement aux dernières élections qui étaient les législatives, il y a quand même un certain engouement parce que en dehors des partis politiques classiques, on assiste vraiment à une prolifération des listes de candidats indépendants. Bon, bref, on retrouve un peu la société civile, plusieurs acteurs importants de la société civile qui se lancent dans la chose d'une certaine façon pour pouvoir peut-être faire mieux depuis la base. Donc, il y a quand même cet engouement qui laisse présager quelque chose de plus attractif que ce qu'on a eu en décembre passé avec les législatives. Mais beaucoup disent que quand on suit quand même le déroulé de la campagne, que la mayonnaise ne semble pas prendre jusqu'aujourd'hui. On a lancé la campagne le 14 juin dernier, on est le mercredi, ça ne bouge pas. Oui, c'est normal parce que les autres campagnes, que ce soit la présidentielle ou la législative, c'est que vous avez juste un nombre réduit de candidats et vous avez le même message pour tout le monde, ça devient du stéréotypé. Mais avec les locales, autant vous avez de circonscriptions, autant vous avez de listes et autant vous devez adapter vos textes, vos propositions au milieu dans lequel vous compétissez. Donc, c'est la première expérience. Ne nous trompons pas, c'est la première expérience depuis près de 3 décennies qu'on a des Togolais qui retournent aux élections locales. C'est la première expérience aussi parce que le nombre de circonscriptions électorales a augmenté. Donc, avec tout ça, il est normal que pour un début, les gens se mêlent les pieds dans les cordes. Mais je pense que tout va se jouer à partir de la 2e semaine. Et l'autre élément que nous pouvons constater, c'est que les gens mettent moins d'accent sur le folklore et la fanfare. Voilà. Aujourd'hui, tous les partis politiques ou bien tous les candidats en lice ont pris l'option du porte-à-porte, de la sensibilisation, de la pédagogie. Donc, à partir de ce moment, il est difficile de les voir puisque la campagne se fait désormais à l'intérieur des maisons. Ce n'est plus dans la rue, ce n'est plus sur les axes principaux, mais c'est au niveau des petits couloirs. Chacun, dans chaque vent, essaie d'apporter son message. Donc, les gens essaient de quadriller le terrain. À partir de ce moment, on ne peut plus assister à la masse habituelle qu'on voit pour les autres scrutins. Donc, la nature du scrutin même dicte la nature de la campagne. Mais je lisais quand même un journal aujourd'hui qui se désolait de ce que, au-delà de ce que vous avez expliqué, où on ne voit pas ces caravanes, ces meetings géants, même les affiches sont aux abonnés absents. Oui, les affiches sont aux abonnés absents parce que l'une des autres vérités, c'est d'abord, est-ce que tout le monde était préparé à ces élections? Je ne viendrai pas ici dévoiler ce qui se passe dans les QG de plusieurs partis politiques, mais je peux vous assurer que en dehors du parti au pouvoir, qui d'une certaine façon se préparait à cette élection, puisque c'est lui qui a décidé de quand il doit se tenir, et qui peut-être plus tôt a commencé par identifier ses candidats, les autres partis ont pris la décision il y a moins de 6 mois d'aller à ces élections. Et comme je l'ai dit, c'est la première fois. Habituellement, ceux qui étaient là pour faire les garçons de course, pour battre le pavé, pour les candidats aux législatives et présidentielles, aujourd'hui, on leur dit c'est votre tour de vous présenter. Ah, donc, ça veut dire que celui qui jouait au fou du roi, aujourd'hui, il a une responsabilité. Comment est-ce que vous voulez qu'il passe encore son temps à dynamiser la campagne dans la rue? Non, il doit arriver aujourd'hui avec une nouvelle posture. Et vous prenez en termes de moyens, quoi qu'on dise, le Conseil des ministres vient de doter, mais quand vous faites le calcul, vous souriez. Au risque d'être scandalisé, vous souriez parce que les gens n'ont pas les moyens pour aller aux élections. Et nous avons malheureusement une culture qui nous a fait croire que les campagnes électorales, c'est l'occasion
de dépenser le plus possible pour pouvoir se positionner. Donc moi je pense qu'aujourd'hui aussi c'est une certaine façon d'apprendre qu'on peut faire des élections sans forcément verser de l'argent, mais en allant vers les gens et en leur parlant les yeux dans les yeux de ce qu'on veut faire. Et c'est ça aujourd'hui qui se joue en réalité. Donc il serait peut-être possible de voir les gens faire une alliance. Quand vous prenez tous les golfs là, peut-être les 2 derniers jours de campagne, tous les partis vont essayer de fédérer leurs efforts pour faire une caravane d'ensemble dans ces circonscriptions. Vous prenez à Goué, ils feront quelque chose comme ça. Mais pour le moment, les gens vont continuer par faire le travail individuel, c'est lui qui paie. Maintenant, vous allez chez les acteurs de la société civile. Je pense que leur choix, lui, il est encore trop récent parce que c'était des gens qui vraiment ne se préparaient pas à ces élections. Vous avez vu un peu les raisons qui ont poussé la Cour suprême à rejeter certaines candidatures. Vous comprenez que ce sont des gens qui se sont décidés à la dernière minute pour aller au scrutin. Forcément, beaucoup n'avaient pas tout sous la main. Donc, ils ont dû aller chercher ça et là. Et ça peut expliquer certaines choses. Mais en ce qui concerne le rejet, c'est tout un autre débat. Mais c'est juste une façon d'expliquer que les gens ont finalement peut-être compris qu'il fallait faire ces locales, parce que depuis 30 ans, le pouvoir avait des gens en place qui géraient ça. Les gens se disent c'est l'occasion aujourd'hui d'aller quand même tenter notre chance, parce qu'une chose est certaine, à la fin de ce scrutin, le pouvoir n'aura plus 100% des collectivités locales. Il est obligé de laisser un peu. Maintenant, ce un peu, comme on le dit, un tien vaut mieux de tu l'auras. Donc, les gens préfèrent le prendre en attendant avant de faire chose. Sauf qu'ils ont pris la décision tardivement, à la dernière minute. Et vous savez que quand nous prenons l'opposition entre guillemets avec la C14, on a vu un peu comment est-ce que de cette C14, on est arrivé à une C6, on est arrivé à une coalition rénovée et on est arrivé à, comment dit-on, une renaissance unique et individualiste de l'ANC. Donc, tout ça montre que les circonscriptions ont augmenté, les gens ne sont pas forcément préparés, mais tout le monde veut être de la partie. Alors, on a au total 569 listes et plus de 11 000 candidatures. Donc, on peut dire clairement que du côté de ceux qui ont fait acte de candidature, c'est une très forte mobilisation. Mais est-ce que vous pensez que ça va avoir un effet sur la participation au niveau des électeurs? On va avoir une forte adhésion. Bon, prenons le fichier existant qui a été récemment mis à jour avec l'opportunité qui a été laissée aux uns aux autres de s'enregistrer. Et on peut dire que nous aurons quand même beaucoup plus d'électeurs disponibles pour aller à ce scrutin. Et aujourd'hui aussi, l'autre élément, c'est que ceux qui peut-être d'une façon ou d'une autre avaient appelé au boycott avec les législatives, aujourd'hui sont dans la course. Donc, ils appellent désormais à la participation. Le pouvoir également appelle à la participation. Donc, à partir de ce moment, il est clair qu'on pourra avoir plus que ce qu'on avait. Mais moi, là où je crains, c'est justement le fait que les gens puissent se retrouver dedans. Parce que l'électeur, il a forcément le faible pour un candidat, mais avec... c'est un peu comme après la conférence de Berlin, où on a découpé l'Afrique, on a mis X à gauche, Y à droite. Aujourd'hui, des gens se retrouvent dans un contexte où, même quand tu as envie de voter pour quelqu'un, il n'est pas forcément dans ta circonscription où tu es éligible ou bien tu dois voter. Je ne sais pas ce que la CENI a prévu pour le moment, mais il faut peut-être s'attendre à voir des gens chercher à aller voter en dehors des endroits où ils ont été enregistrés initialement. C'est une possibilité parce que le candidat ne se retrouvera pas dans sa circonscription. Et vous savez que les élections locales aussi, c'est aussi une affaire de personnes. Au-delà de partis, c'est une affaire de personnes. Donc celui pour qui je veux voter, si je sais que mon vote ne va pas lui profiter, il est évident que je serai un peu démotivé et que je n'irai pas voter. Donc c'est un couteau à double tranchant. Il faut juste espérer que les gens sont dans des circonscriptions où ils pourront voter pour ceux qu'ils ont choisis ou bien pour celui qu'ils espèrent pouvoir travailler pour eux. Mais vous constaterez que nous avons cette année une réalité aussi, c'est le parachutage. Vous avez vu un peu, quand les listes sont sorties, des gens se sont retrouvés spontanément dans des localités où, politiquement, ils n'étaient pas forcément
actifs, que ce soit au niveau de l'opposition ou du pouvoir, des gens qui habituellement allaient battre campagne pour les législatives dans leur milieu d'origine. Avec le nombre de postes qui s'est multiplié, ils se sont retrouvés maintenant à tête de liste, peut-être dans Golfe, peut-être dans Agoué. Donc, il y a aussi ce problème qui va se poser. Leurs électeurs habituels, qui peut-être dans leur localité d'origine leur permettaient de s'affirmer, vont faire défaut. Donc, la mobilisation, vraiment, tout dépendra de la pédagogie qui a été faite par les partis. Si les gens appellent les uns les autres à avoir le même mot d'ordre de vote, qui est celui de voter le parti où que vous vous retrouvez, ça sera peut-être gagnant. Mais si les gens axent la campagne sur l'individu, la mobilisation ne sera pas forte à Lomé et à Agoué, mais peut-être à l'intérieur, dans les régions, cette structuration ne se fait pas réellement sentir. Donc les gens pourront s'en sortir. Alors, pour beaucoup quand même pour la plupart des citoyens, c'est une première cette élection. En tout cas, ceux qui ont voté en 87, disons-le aujourd'hui, une cinquantaine d'années. Alors, est-ce que cet inconnu même va être une source de motivation ou plutôt de démotivation? Non, je pense que c'est une motivation, surtout pour les jeunes qui sont dans les partis politiques. Vous savez, ces jeunes, comme je l'ai dit, ils étaient là pour amuser la galerie depuis plusieurs années. Parce que vous savez que ce n'est pas un secret au Togo. Depuis que le vent démocratique a commencé, c'est les mêmes chefs de partis politiques qui se présentent toujours aux élections. Il n'y a jamais eu cette alternance des candidats même. Donc, ces gens ont aujourd'hui la possibilité de pouvoir avoir une responsabilité politique dans les zones où habituellement ils sont actifs. Donc, le travail sera double. Il sait aujourd'hui qu'il ne travaille pas pour X, qui cherche à être député ou président. Il travaille pour lui-même, dans son fief, et il va décupler les moyens. Il va mettre à contribution tous les réseaux possibles, parce que là, les gens ne diront plus « je vais voter pour tel parti », mais il dira c'est pour tel individu que je suis en train de voter. Donc, ce serait un plus, et c'est la jeunesse aujourd'hui au sein des partis politiques qui est le plus grand gagnant, parce que au moins pour une fois, certains d'entre eux peuvent espérer avoir des postes de responsabilité où ils pourront être initiés à la gestion de la chose publique. Que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, c'est la jeunesse qui est gagnante dans ce processus. Et elle va en profiter. Mais on a entendu quand même avant le lancement de la campagne, un certain nombre de discours, surtout venant de l'intérieur du pays, où des gens se sont dit c'est quoi cette élection, on a voté tout récemment, pourquoi ils nous demandent encore de voter? C'est normal, c'est normal parce que c'est une élection de plus, c'est une nouvelle élection, mais le principe n'est pas si différent, c'est toujours un scrutin de liste. Donc la façon de voter ne va pas fondamentalement changer, donc ça ne sera pas du nouveau pour eux. Sauf que, dès qu'ils vont le comprendre, ils verront que ce n'est plus le cousin qui vient habituellement de Lomé, pour qui vous faites campagne, qu'on doit élire aujourd'hui, mais c'est plutôt le voisin qui a toujours souffert pour le parti, qui a toujours fait preuve de militantisme. C'est son heure de consécration ou son heure de gloire, entre guillemets, qui commence par sonner. Et de l'autre côté aussi, vous savez que nous, après les 30 ans de pratique de décentralisation, qui en réalité est déconcentré, les gens ont vraiment envie de changer ceux qui étaient dans nos délégations spéciales. Donc ce serait aussi un élément de motivation pour pouvoir amener les gens à aller. Mais comme je le dis, l'inconnu reste ceci. Est-ce que je suis dans la circonscription idéale pour voter mon candidat idéal? Si je ne le suis pas, je ne suis pas assez motivé pour aller voter. Et ça, c'est une vérité. Alors, il y a aussi le fait que quand vous regardez un peu les élections municipales dans plusieurs pays qui ont déjà fait cette expérience, notamment les pays occidentaux, la participation n'est généralement jamais très forte. Bon, dans les pays occidentaux, je dirais la participation n'est plus forte depuis, parce que la politique même dans les pays occidentaux, il y a un certain vieillissement ou bien une certaine désapprobation de la chose politique, ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans les pays occidentaux, les gens ne participent plus au scrutin à quelque niveau que ce soit. Mais l'avantage pour nous ici, c'est qu'on a du neuf. Après 30 ans d'attente, ou 32 ans, on dirait l'autre, on a du neuf. Et le neuf, il a toujours la particularité d'attirer
de mobiliser. Parce qu'aujourd'hui aussi, quel est le message qui est servi? Les uns et les autres disent, nous voulons l'alternance, mais nous pensons que c'est une occasion de commencer par obtenir l'alternance du bas vers le haut. C'est notre répétition. Si nous arrivons à avoir notre victoire de 2019, nous serons sûrs de disposer de moyens pour avoir notre victoire hypothétique en 2020. Et ça, c'est comme ça que certains le comprennent. C'est l'échauffement, c'est le passage en revue des troupes avant 2020. L'autre côté, les gens disent, à chaque fois qu'on veut marcher, c'est le maire, je dirais non, le président de la délégation spéciale, ce n'est pas un maire, le président de la délégation spéciale de Lomé, qui nous écrit pour dire, j'ai interdit vos marches. Alors ils se disent, mais si on arrive à prendre cette commune de Lomé, qui va encore interdire nos marches que la loi Bodona nous autorise? Donc c'est un peu ces enjeux que beaucoup vont apprécier et c'est peut-être ce qui va amener à la mobilisation. Mais soyons conscients d'une chose, un acteur non des moindres de l'opposition depuis 2 ans à 3 ans, c'est le PNP. Et le PNP n'est pas dans la logique de cette élection. Et c'est clair que, qu'on le veuille ou pas, la position du PNP va toujours impacter. Les gens auront peut-être leurs électeurs traditionnels qui vont s'impliquer. Les gens auront peut-être cette jeunesse qui... Vous savez, les jeunes Togolais qui ont eu la majorité sur les 5 dernières années, ce sont des jeunes qui ont une certaine façon de voir la chose. Ce ne sont pas des gens qui ont forcément fait le système ou qui ont vécu depuis... ils étaient jeunes, ils n'ont pas la même perception des choses. Pour eux, le Togo est sur une pente vers la démocratie et il faut y participer d'une façon ou d'une autre. Donc ces jeunes vont faire le poids au niveau de la mobilisation, au niveau du vote, mais la vieille garde sera toujours un peu dans des calculs ça et là. Donc c'est du nouveau depuis 32 ans. Je pense que cela va motiver les uns et les autres à prendre part à cette fièvre, quoi. Alors, on sait aussi, généralement, quand on regarde l'électorat togolais, il vote plus pour les partis politiques. Alors, cette pléiade d'indépendants qu'on a, est-ce que vous pensez que ça va pouvoir tirer son épingle du jeu? Oui, l'électorat togolais votait pour les partis politiques jusqu'à ce qu'on assiste à la naissance de la C14, qui en fait était... Un rêve caché de certains Togolais aspirant à l'alternance, c'est de voir une opposition unie. Et pour ces locales, malheureusement, ils ont encore, disons, la désillusion en se retrouvant avec une opposition désunie. Et quand vous en avez marre, qu'est-ce que vous faites finalement? Vous trouvez une personne providentielle où vous vous dites, les partis politiques, on en a fait suffisamment. Au moins, nous avons des acteurs de la société civile que nous connaissons et qui, quand même, nous pensons, peuvent faire le rôle. Pourquoi ne pas le leur confier? Et c'est sur ça que les acteurs de la société civile sont en train de miser un rejet de la classe politique classique. Parce qu'aujourd'hui aussi, vous trouverez des gens qui vous diront « Oh, pourquoi laisser encore ces communes au parti au pouvoir? Nous allons les donner à quelqu'un d'autre. » Mais ils se disent « Pourquoi ne pas donner à d'autres qui sont nouveaux ?» qui ne sont pas de la vieille classe politique, entre guillemets. Et le choix le plus palpable, c'est ceux de la société civile qui sont en course. Et c'est pourquoi vous verrez même que dans certaines localités, en réalité, vous ne verrez pas de liste du parti au pouvoir ou même de certains partis d'opposition. Les gens ont compris que le jeu va se jouer autrement et donc ils ont préféré mettre leur pion sur des listes qu'ils savent porteuses, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition. Parce que quand le peuple aura à décider, il va essayer, comme on le fait chez nous en Afrique, de dire « Vous êtes en querelle, je ne vais pas donner raison à X, je ne vais pas donner raison à Y, je prends une tierce personne pour venir calmer les choses. » Et c'est ce qu'on peut espérer avec ces acteurs de la société civile ou bien ces indépendants qui sont dans la course. C'est des gens qui misent sur leur notoriété, c'est des gens qui misent sur les activités sociales qu'ils avaient déjà l'habitude de faire et qui sont un plus qu'ils avaient fait. Donc c'est un plus dans la société qui permet de les distinguer, qui permet de les accompagner. Alors, est-ce que clairement on peut dire aujourd'hui que si le 30 juin, il y a une forte participation dans les urnes, ça va profiter à tel ou tel parti? Bon, il est évident que
ça va profiter à tout le monde. Pourquoi à tout le monde? Parce que après le 30 juin, on n'aura plus de structures décentralisées à 100% contrôlées par le pouvoir. Mais je vais quand même dire aux uns et aux autres de ne pas se laisser trop aller, parce que le pouvoir, d'une façon ou d'une autre, risque de sortir majoritaire, parce que l'opposition est déjà allée en rang dispersé, ce qui va effriter les voix. Et quand vous tenez compte du système de liste, c'est normal que dans les calculs, ils seront perdants, même si les voix de l'opposition réunies ça et là permettent d'avoir un ensemble plus prépondérant et plus intéressant. Vous prenez également l'un des enjeux pour moi aujourd'hui, ce sont nos commissions électorales locales indépendantes. Est-ce qu'elles pourront répondre à cet afflux? Je le dis parce que vous avez déjà vu avec les cas de dépôt de candidature. Je suis surpris, par exemple, qu'on puisse dire que c'est au niveau de la Cour suprême qu'on constate que certaines pièces sont manquantes, alors qu'au niveau de la CELI, on s'assure lors de la réception des candidatures de vérifier que toutes les pièces sont là et de vérifier. Donc, ça veut dire que ça, c'était l'échauffement. Et si certaines CELI n'ont pas su être à la hauteur et que la situation à laquelle on a assisté est là aujourd'hui, je me pose quand même des questions en termes de compilation des résultats, en termes de gestion de tout ça. Est-ce qu'elles seront à la hauteur s'il y a une forte mobilisation? C'est là où il faut craindre. Sinon, en ce qui concerne la répartition, il est clair que chacun aura quelque chose à la fin de ce scrutin, mais le pouvoir ayant les cartes en main aura toujours une part de lion assez intéressante. Alors, si éventuellement la participation est faible? Même si la participation est faible, je veux essayer de faire un rapprochement. Que la participation soit faible ou pas, elle ne va pas influencer sur l'issue du scrutin. Parce que dans la loi, il n'y a rien qui prévoit qu'avec un taux de participation faible, on puisse revoir le scrutin ou autre. Donc, ça, il n'y a aucune obligation légale. Donc, si la participation est faible, le danger que nous aurons, c'est d'avoir des structures décentralisées à l'image de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire où vous vous retrouvez seulement avec 2 ou 3 partis qui sont dans les conseils communaux. Donc, c'est ça le danger qu'on peut avoir, c'est de trouver 1, 2 ou au maximum 3 partis qui sont dans ces entités, si la participation est faible. Mais une participation faible, par exemple, si on tient compte de ce qui s'est passé lors des élections législatives dernières, où on a eu une phase de recensement, où certains ont appelé boycott, et d'autres sont allés, et on a considéré que ceux qui sont allés devaient forcément être des gens d'un camp. Alors, si on a une forte participation, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il y a des électeurs d'un certain camp qui finalement a trouvé qu'il ne valait pas la peine d'aller voter? Non, vous savez, je vais vous faire sourire. C'est-à-dire, si on veut prendre une analyse un peu linéaire, c'est-à-dire des gens ont appelé au boycott lors du recensement en 2018. Ce qui veut dire sur le principe que les leurs ne sont pas allés se faire enregistrer. Donc, c'est ceux du pouvoir, c'est des hypothèses bien sûr, c'est ceux du pouvoir qui sont allés se faire enregistrer. Et en 2018, ceux du pouvoir qui se sont fait enregistrer, ils sont venus à l'idée selon laquelle nous n'avons plus d'opposition parmi les candidats. Qu'il pleuve ou neige, les nôtres vont gagner. Donc, pourquoi est-ce qu'il va sortir pour aller voter quand il sait qu'il n'y a pas d'adversaire en face? Comme le disent les Ivoiriens, il n'y a rien en face. Donc, les gens se plaisent et restent à la maison. Donc, nous devons nous questionner. Ceux qui n'ont pas voté en décembre 2018, est-ce que ce ne sont pas des gens du pouvoir qui se sont dit « ça ne sert à rien, on a déjà notre victoire » Est-ce que c'est vraiment des gens qui ont suivi le mot d'ordre de l'opposition? Il y a interrogation. Maintenant, quand vous prenez ceux qui se sont fait enregistrer en 2018 et quand vous prenez le nombre à qui on a ouvert la brèche en 2019, vous constaterez que mathématiquement, si on part du principe que c'est ceux qui se sont fait enregistrer en 2018 qui ont suivi les mots d'ordre du pouvoir, et ceux qui se sont fait enregistrer en 2019 ont suivi les mots d'ordre de l'opposition, ça veut dire que d'office, on a quelqu'un qui pèse plus que l'autre. Parce qu'en 2019, on a eu 200 et quelques mille. Voilà, on a quelqu'un qui pèse
plus que l'autre. Mais l'avantage de ce scrutin, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est devenu plus un scrutin de proximité. Ce n'est plus un scrutin à distance où on vote pour quelqu'un, où on vote forcément pour un parti, mais c'est un scrutin où on se dit « Ah, Samuel, je l'aime bien, même s'il est dans un parti que je n'aime pas trop, je pense quand même que Samuel peut faire ce que nous avons ou nous recherchons au niveau de notre commune. » Et là, on franchit le cap du parti pour aller sur l'individu. Ce qui permet à Samuel, en réalité, d'avoir deux types de votes. Les votes traditionnels de son parti et les votes nouveaux de ceux qui trouvent en lui la personne idéale pour faire le travail. Donc, si on suit cette base, il est clair que en cas de faible participation, ce serait toujours au détriment de l'opposition parce que c'est elle, sur la base de cette hypothèse, qui a fait enrôler moins que le pouvoir, qui a fait enrôler plus en 2018. Et finalement, dernière question, Madi Diabakate, est-ce qu'on part pour l'après 30 juin sur une base d'une société togolaise réorganisée? Non, je pense qu'il est difficile de parler d'une société togolaise réorganisée. C'est vrai que on est là, vous vous rappelez, après l'APG, avec le gouvernement d'Agboibo, on espérait au lendemain de ces législatives d'avoir un Togo nouveau. Mais la désillusion a été fatale quand on a vu qu'en dépit du mode de scrutin introduit, on s'est retrouvé à l'Assemblée avec 4 députés. Oui, 4 députés. Pour le cas, et même, je pense, disons, 3 partis s'étaient retrouvés à l'Assemblée. Voilà ce qui est problématique. Aujourd'hui, avec ces nouvelles entités locales que nous avons là-bas, nous avons en fait des gens qui vont en apprentissage. Leurs actions ne vont pas forcément influencer le Togolais en général, mais au niveau local, on peut se dire que désormais les populations ont en face d'elles des interlocuteurs immédiats à qui elles peuvent demander des comptes, à qui elles peuvent poser des doléances. Et quand vous prenez aujourd'hui des localités comme Agoué et autres, on a cette inondation qui nous emmerde de partout. Demain, personne ne va plus insulter le ministre de l'urbanisme et de l'habitat, ni le gouvernement. On sait ceux qui ont désormais en charge cette responsabilité. Donc, c'est ce qu'on peut espérer au lendemain de ces scrutins et peut-être apprendre quelques leçons de ce qu'on peut projeter pour 2020. Mais espérons seulement que les résultats à la fin seront conformes aux aspirations et qu'on n'aura pas des contestations ça et là